Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la méthode Coco. Je suis Coco et aujourd'hui on s'attaque à un sujet absolument crucial qui me tient énormément à cœur. On va parler du syndrome REDES, le déficit énergétique relatif dans le sport. Et surtout de l'approche clinique moderne et de l'implication des fédérations qui peuvent littéralement sauver des carrières. Vous pensez que j'exagère? Alors écoutez bien ces chiffres qui vont vous glacer le sang. Une méta-analyse de 2024 menée par Galan sur plus de 6118 athlètes, je vous parle d'une grosse étude, pas d'un petit échantillon, révèle que 44,8% des sportifs, j'ai bien dit 44,8%, présentent une faible disponibilité énergétique. Ça veut dire que près d'un athlète sur deux ne mange pas assez par rapport à ce qu'il dépense. Près d'un sur deux. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que ça touche de façon égale les hommes et les femmes. Le REDES n'épargne personne. Et si vous pensez encore que c'est que de la théorie, écoutez ce que nous dit Cédrine de Kervaol, cycliste professionnelle du Tour de France femme, et je cite, "On est dans un moment dangereux." Elle parle en fait du nombre croissant d'athlètes touchés par ce syndrome dans le peloton professionnel. Des filles qui n'ont plus leurs règles depuis des mois, qui enchaînent les fractures, mais personne n'ose en parler. C'est un tabou énorme dans le sport de haut niveau. Laissez-moi aussi vous raconter l'histoire de Marine, triathlète professionnelle au sommet de sa forme, qui enchaînait les podiums sur les courses internationales. En l'espace d'une seule saison, elle a subi 5 fractures de fatigue. 5. Tibia, péroné, métatarse et hanche. Elle pensait vraiment que ces douleurs étaient des hasards de la performance, que c'était le prix à payer pour être au top niveau, jusqu'au jour où elle s'effondre littéralement sur son vélo pendant une séance, incapable de pédaler, avec des vertiges et une fatigue qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Son diagnostic? Un REDES avancé. Son corps avait basculé en mode survie depuis des mois. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est pour ça que cet épisode est important. Depuis 2023, le Comité international olympique a publié de nouvelles recommandations avec des outils de dépistage complètement révolutionnaires. Les QR codes donnent maintenant accès direct aux questionnaires scientifiquement validés et des fédérations comme celle d'Escalade en France mettent en place une prévention active systématique. La Fédération française d'escalade a réussi en 3 ans à réduire de 40% les cas d'aménorrhée chez les jeunes grimpeuses et de 60% les fractures de stress. Comment? On va tout vous expliquer. Dans cet épisode ultra documenté, on va décortiquer ensemble cette approche clinique moderne qui peut sauver des carrières et des vies. Vous allez découvrir les différents questionnaires accessibles via QR code, comprendre pourquoi les femmes sont plus vulnérables que les hommes et surtout apprendre comment détecter les signaux d'alarme avant qu'il soit trop tard. On va aussi explorer des cas cliniques concrets avec des protocoles de récupération qui marchent vraiment et je vais vous donner tous les outils pratiques pour agir dès maintenant. En plus de ça, on retrouvera comme dans tous les autres épisodes une FAQ et un petit quiz à la fin pour vous interroger pour voir si vous avez bien tout compris. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter parce que cet épisode peut vraiment littéralement changer votre approche du sport. On démarre tout de suite. Alors pour bien comprendre cette révolution médicale, il faut que je vous ramène dans les années 90. À l'époque, on parlait de la triade de l'athlète féminine. La triade, c'est quoi exactement? Imaginez 3 symptômes qui arrivent souvent ensemble chez les sportives. Premièrement, l'aménorrhée. On va expliquer ce que c'est dans 2 minutes. Deuxièmement, l'ostéoporose, c'est-à-dire des os qui deviennent fragiles comme du verre. Et troisièmement, les troubles du comportement alimentaire, TCA. Cette triade ne concernait que les femmes, et principalement dans les sports d'endurance, comme la course à pied, ou les sports esthétiques, comme la gymnastique. L'aménorrhée, c'est quoi? C'est un mot que vous allez souvent entendre dans cet épisode et qu'il faut absolument que vous compreniez. L'aménorrhée, dit de manière très simple, c'est l'absence de règles chez une femme. Mais attention, il y a 2 types très différents. Le premier, l'aménorrhée primaire, c'est quand une jeune fille n'a jamais eu ses règles, même après 16 ans. Imaginez une gymnaste qui s'entraîne intensément depuis l'enfance et dont le corps n'a jamais déclenché la puberté normale. La deuxième, l'aménorrhée secondaire, c'est quand une femme qui avait ses règles normalement les voit s'arrêter pendant plus de 3 mois consécutifs. Par exemple, une marathonienne qui avait un cycle régulier et qui tout d'un coup, plus rien pendant 6 mois. Cette distinction est cruciale pour le diagnostic parce que les causes et les traitements ne sont pas les mêmes. Mais très vite, dans les années 2000, les médecins du sport se sont rendus compte que cette fameuse triade était beaucoup trop restrictive. Pourquoi? D'abord parce qu'elle ne concernait que les femmes, alors qu'on voyait bien que les hommes aussi pouvaient avoir des problèmes similaires. Fatigue chronique, fracture à répétition, baisse des performances, troubles hormonaux. Ensuite parce qu'on se focalisait seulement sur 3 symptômes, alors qu'en réalité le corps humain est bien plus complexe que ça. Un athlète peut avoir des problèmes digestifs, un système immunitaire affaibli, des troubles du sommeil, des problèmes cardiovasculaires, tout ça à cause du même problème de base. C'est là qu'en 2014, le Comité international olympique, le CIO,
a fait une révolution avec l'introduction du syndrome REDS, Relative Energy Deficiency in Sport. REDS, ça veut dire déficit énergétique relatif dans le sport. Relatif à quoi? Relatif à vos besoins. C'est-à-dire que vous dépensez plus d'énergie que vous n'en consommez. Et ça peut arriver à n'importe qui. Au lieu des 3 symptômes, le REDS en reconnaît maintenant 10. 10 systèmes de votre corps qui peuvent être affectés. Les hormones, les os, le cœur, la digestion, les défenses immunitaires, le cerveau, la reproduction, le sang, le métabolisme et même voir votre état psychologique. Mais alors c'est quoi exactement cette disponibilité énergétique dont on parle? C'est très simple. Imaginez votre corps comme une entreprise. Chaque jour, vous avez des revenus. C'est ce que vous allez manger, les calories que vous ingérez. Et vous avez des dépenses, c'est votre entraînement, mais aussi tout ce que votre corps fait en continu. Respirer, faire battre votre cœur, maintenir votre température, réparer vos muscles. La disponibilité énergétique, c'est ce qui reste après avoir payé toutes ces dépenses obligatoires. C'est votre bénéfice énergétique. Si ce bénéfice devient négatif plusieurs jours d'affilée, votre corps panique et commence à faire des économies drastiques. Point crucial que beaucoup ignorent, ce déficit énergétique est variable selon le sexe. Les recherches montrent clairement que la sportive va supporter ce déficit beaucoup moins longtemps que l'homme. Pourquoi? Parce que le cycle menstruel, c'est très coûteux énergétiquement pour le corps. Maintenir un cycle régulier, produire des hormones comme les oestrogènes qu'on a vu la semaine dernière, préparer l'utérus chaque mois, tout ça demande énormément d'énergie. Donc dès que les réserves baissent, le corps de la femme va en premier couper cette fonction non essentielle à sa survie immédiate. C'est pour ça que l'arrêt des règles est souvent le premier signal d'alarme chez les sportives. Il y a un concept génial en médecine qui s'appelle la plasticité physiologique. On le retrouve aussi au niveau cérébral, la plasticité cérébrale. Ça veut dire que votre corps est incroyablement intelligent et capable de s'adapter quand il est soumis à une contrainte. Par exemple, quand vous vous entraînez, vos muscles s'adaptent et deviennent plus forts. Quand vous montez en altitude, vos globules rouges se multiplient pour mieux transporter l'oxygène. C'est de la bonne adaptation. Mais parfois, cette adaptation devient inadaptée. Votre corps, face au déficit énergétique chronique, va prendre des décisions de survie qui vont vous handicaper. Par exemple, ralentir votre métabolisme, arrêter vos règles, fragiliser vos os, affaiblir votre système immunitaire. C'est exactement ça, le REDS, une réponse inadaptée de votre corps intelligent qui essaie de vous sauver la vie. En 2023, le CIO a publié une définition ultra précise que je vais vous lire parce qu'elle est parfaite. Le REDS, c'est une altération de la fonction physiologique causée par une disponibilité énergétique relative faible, qui va affecter la santé, les performances sportives et peut augmenter le risque de blessure. Retenez bien, altération de la fonction physiologique. Ça veut dire que votre corps ne fonctionne plus normalement. Et ça peut affecter absolument tous les systèmes. Point crucial, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les symptômes pour être diagnostiqué REDS. Même 1 ou 2 symptômes persistants doivent vous alerter. Dernière évolution, celle qui a tout changé, tous les sports peuvent être concernés par le REDS. Plus seulement l'endurance comme le marathon ou le vélo, plus seulement les sports esthétiques comme la gymnastique ou la danse. Aujourd'hui, on diagnostique du REDS chez des grimpeurs, des judokas, des footballeurs, des basketteuses, même des golfeurs. Pourquoi? Parce que dès que vous combinez entraînement intense et alimentation insuffisante, quelle que soit votre discipline, vous pouvez basculer. L'escalade, par exemple, est devenue un sport à très haut risque. La Fédération française a sonné l'alarme. Trop de jeunes grimpeurs et grimpeuses développent des REDS à cause de la recherche du poids minimal pour performer sur des voies difficiles. Et c'est là que les nouvelles approches fédérales deviennent révolutionnaires. Maintenant, on arrive à la partie qui va vous permettre d'évaluer le REDS, vraiment la partie dépistage. Pendant des années, diagnostiquer un REDS était un vrai parcours du combattant. Il fallait des analyses de sang compliquées, des examens coûteux, des rendez-vous chez plusieurs spécialistes. Mais depuis 2023, tout a changé. On dispose maintenant de questionnaires scientifiquement validés qui peuvent détecter un REDS en quelques minutes seulement depuis votre canapé. Ces questionnaires, ils ont des noms un peu barbares, mais retenez-les bien. LIF-Q pour les femmes et LIM-Q pour les hommes. LIF, ça veut dire Low Energy Availability in Females. Et LIM, Low Energy Availability in Males. Alors le LIF-Q, c'est quoi? C'est un questionnaire de 25 questions super précises qui va analyser 4 domaines cruciaux de votre vie sportive. Premier domaine, vos habitudes alimentaires. Est-ce que vous comptez obsessionnellement vos calories? Est-ce que vous avez peur de manger certains aliments? Est-ce que vous vous sentez coupable après avoir mangé? Deuxième domaine, votre poids et sa stabilité. Est-ce que votre poids fluctue énormément? Est-ce que vous vous pesez plusieurs fois par jour? Est-ce que vous paniquez quand vous prenez 500 grammes? Et troisième domaine, votre cycle menstruel.
À quelle fréquence avez-vous vos règles? Sont-elles régulières? Avez-vous eu déjà des périodes sans règles? Et quatrième domaine, vos antécédents de blessures et surtout les fractures de stress, fractures de fatigue. Chaque réponse donne des points et à la fin vous avez un score de risque immédiat. Pour le LIFQ chez les femmes, si votre score est supérieur à 8, vous êtes en zone rouge, risque élevé de RAIDS, entre 6 et 8, zone orange, surveillance nécessaire, et en dessous de 6, zone verte. Pour le LIMQ chez les hommes, un score supérieur à 6 et surveillance immédiate nécessaire. Et tenez-vous bien, ces questionnaires sont maintenant accessibles via des QR codes sur le site officiel du CIO, Comité international olympique. Plus besoin de chercher, plus besoin de rendez-vous médicaux préalables. Vous scannez le QR code et vous répondez aux questions et vous avez votre évaluation de risque instantanément. Donc n'hésitez pas à vous renseigner à ce sujet. Allez sur le site si vous avez des doutes pour des patients, pour vous-même ou pour des personnes, pour des proches tout simplement. N'hésitez pas à aller consulter ces QR codes. C'est vraiment des ressources en ligne vraiment pertinentes. Et c'est là où il faut faire une nuance. Le surentraînement et le RAIDS, ce sont deux choses différentes. Cette nuance est vraiment importante. Le RAIDS et le surentraînement, ça peut se ressembler énormément avec des signes très similaires. Dans les deux cas, vous allez avoir de la fatigue chronique, une baisse des performances, des troubles du sommeil, une irritabilité, des infections à répétition. Alors comment faire la différence? Le RAIDS va surtout toucher votre système reproductif et votre densité osseuse. Arrêt des règles chez les femmes, fracture de stress à répétition, problèmes hormonaux chez les hommes. Le surentraînement, lui, va plus affecter votre système nerveux et cardiovasculaire. Par exemple, la fréquence cardiaque au repos qui augmente, les difficultés de récupération entre les séances ou encore la perte totale de motivation. C'est pour ça qu'un score élevé au LIFQ ou au LIMQ, c'est un signal d'alarme, mais ça ne remplace pas un diagnostic médical professionnel. En feuilletant un petit peu dans la littérature, il y a une étude récente qui m'a complètement scotché, et je dois absolument vous partager. Cette étude montre que plus une athlète commence jeune dans son sport, plus le risque d'aménorrhée est élevé. Les chiffres sont terrifiants. 67% des gymnastes qui ont commencé avant 8 ans présentent des troubles menstruels. 67%. Est-ce que vous vous rendez compte du chiffre? Ça veut dire que sur 10 petites filles qui commencent la gymnastique très tôt, 7 vont avoir des problèmes hormonaux plus tard. Pourquoi? Parce que leur corps, en pleine croissance, n'arrive pas à gérer à la fois les besoins énergétiques de la croissance normale et les dépenses énergétiques de l'entraînement intensif. Alors en fait, il va sacrifier la croissance et la maturation sexuelle. Et ça me ramène au témoignage bouleversant de Cédrine de Kervaol que j'évoquais en introduction. Cédrine, cycliste professionnelle du Tour de France Femmes, disait qu'au Tour de France Femmes, on voit des filles qui n'ont plus leurs règles depuis des mois, qui enchaînent les fractures de stress, mais personne n'ose en parler. C'est le tabou absolu dans le peloton. Elle ajoute même: moi-même j'ai eu des périodes sans règles pendant ma carrière. À l'époque, on me disait que c'était normal, que c'était même un avantage de ne plus les avoir. Aujourd'hui, je sais que mon corps tirait la sonnette d'alarme. On est dans un moment dangereux pour le cyclisme féminin parce que la pression sur le poids devient de plus en plus forte et les filles sont de plus en plus jeunes quand elles passent professionnelles. Mais je veux finir sur cette partie sur une note vraiment d'espoir avec l'histoire de Janja Garnbret. Janja, c'est la grimpeuse slovène, multiple championne du monde, médaillée d'or olympique à Tokyo, considérée comme la meilleure grimpeuse de tous les temps. Eh bien, un article récent révèle qu'elle a souffert de RAIDS en début de carrière avec des problèmes squelettiques importants. À 16 ans, elle enchaînait les fractures, elle avait une densité osseuse très faible et elle était constamment fatiguée. Mais voilà la bonne nouvelle. Grâce à une prise en charge précoce et intelligente, elle a non seulement récupéré, mais elle est devenue la meilleure au monde. Sa récupération exemplaire montre que le RAIDS détecté tôt et bien pris en charge n'est pas une fin de carrière. Aujourd'hui, à 25 ans, Janja a un cycle menstruel parfaitement régulier, une densité osseuse normale et elle continue de repousser les limites de l'escalade mondiale. Alors, résumons les outils pratiques que vous pouvez utiliser dès ce soir. Numéro 1, si vous êtes une femme sportive, faites le test LIFQ. C'est gratuit, c'est accessible via QR code sur le site du CIO, ça prend 10 minutes maximum. Numéro 2, si vous êtes un homme sportif, c'est le LIMQ qu'il vous faut. Et numéro 3, retenez les scores d'alarme. Plus de 8 pour les femmes, plus de 6 pour les hommes. Numéro 4, si votre score est élevé, ne paniquez pas, c'est juste un signal pour aller voir un professionnel. Et numéro 5, surveillez particulièrement les jeunes athlètes qui ont commencé très tôt. Plus ils ont commencé tôt, plus la vigilance doit être importante. Dans la partie suivante, on va voir comment certaines fédérations révolutionnent complètement la prise en charge.
Fédération française d'escalade, la FFME pour les intimes, est devenue le modèle à suivre en matière de prévention du RAIDS. Et quand je dis modèle, je pèse mes mots. Leurs résultats sont tellement impressionnants que d'autres fédérations du monde entier viennent étudier leurs méthodes. Pourquoi l'escalade? Parce que c'est devenu un sport à très haut risque RAIDS. Dans l'escalade moderne, chaque gramme compte pour réussir les voies les plus difficiles. Les grimpeurs et grimpeuses cherchent constamment le poids minimal. Et ça, c'est la porte ouverte au déficit énergétique. Mais au lieu de fermer les yeux sur le problème, la fédération a décidé de l'affronter de front. Leur approche révolutionnaire repose sur 4 axes que toutes les fédérations devraient copier. Numéro 1, la prévention active. Ils ont créé des fiches pédagogiques ultra claires sur la nutrition. Et elles sont disponibles gratuitement en ligne. Mais surtout, ils font de la sensibilisation dès les écoles d'escalade. Imaginez des enfants de 8-10 ans qui apprennent déjà les bases d'une alimentation équilibrée pour leur sport. Axe numéro 2, ils ont rendu obligatoire la formation RAIDS pour tous les entraîneurs. Pas optionnel, obligatoire. Un entraîneur qui n'est pas formé au RAIDS ne peut pas encadrer des jeunes compétiteurs. Axe numéro 3, le dépistage systématique. Ils ont intégré les questionnaires LIFQ et LIMQ directement dans leur suivi médical fédéral. Et dernier axe, la prise en charge multidisciplinaire avec des protocoles standardisés. Mais concrètement, comment ça se passe? Prenons l'exemple d'un jeune grimpeur ou d'une jeune grimpeuse qui rejoint un pôle espoir régional. Dès son intégration, il ou elle passe obligatoirement le questionnaire adapté à son sexe. Si le score est dans la zone verte, surveillance classique avec questionnaire répété tous les 6 mois. Zone orange, rendez-vous immédiat avec le médecin fédéral, bilan complet et mise en place d'un suivi mensuel personnalisé. Zone rouge, stop, réduction immédiate de la charge d'entraînement de 30 à 50%, prise en charge nutritionnelle urgente et interdiction de participer aux compétitions tant que les paramètres ne sont pas revenus à la normale. Et ça, c'est révolutionnaire parce que la fédération met la santé de l'athlète au-dessus des résultats immédiats. Et les résultats, ils sont tout simplement spectaculaires. En seulement 3 ans d'application de ce protocole, la Fédération française d'escalade a réussi à réduire de 40% les cas d'aménorrhée chez les jeunes grimpeuses. 40%, c'est énorme. Et on passe de 30% de jeunes filles sans règles à 18%. En plus de ça, ils ont réussi à diminuer de 60% les fractures de stress chez tous les athlètes, hommes et femmes confondus. C'est énorme quand on sait qu'une fracture de stress peut arrêter pendant longtemps un grimpeur. Et le plus beau, les performances n'ont pas baissé. Au contraire, l'équipe de France d'escalade n'a jamais été aussi forte. Pourquoi? Parce que des athlètes en bonne santé, ça performe mieux sur le long terme. Quel est leur vrai secret? L'intégration totale dans la surveillance médicale réglementaire. C'est tout aussi simple que ça. Vous savez, ce fameux certificat médical obligatoire que tout athlète doit avoir pour faire de la compétition. Eh bien, au lieu d'être une simple formalité administrative, ils en ont fait un outil de dépistage massif. Le médecin qui signe le certificat est obligé de faire passer le questionnaire RAIDS. Pas le choix. Et si le score est problématique, pas de certificat tant que la situation n'est pas prise en charge. Résultat, 100% des compétiteurs de la fédération passent le screening RAIDS au moins une fois par an. C'est du dépistage de masse organisé et efficace. Je vous partage le témoignage de Léa, une jeune grimpeuse de 19 ans qui a été interviewée pendant un championnat régional. Grâce au dépistage fédéral, ils ont détecté mon RAIDS précoce, alors que moi je ne me rendais même pas compte de ce qui se passait. Mon score LIFQ était à 11, donc zone rouge. Au début j'étais hyper frustré parce qu'on m'a obligé à réduire mes entraînements et à reprendre du poids. Je pensais vraiment que ça allait ruiner ma saison. Mais en 6 mois de prise en charge, nutritionniste, suivi médical, adaptation des entraînements, j'ai retrouvé mes règles qui avaient disparu depuis 1 an. Et surtout, mes performances ont littéralement explosé. Aujourd'hui, je grimpe à un niveau au-dessus de ce que je faisais avant. Mon 8A+, qui me résistait depuis 2 ans, je l'ai enchaîné 3 mois après avoir retrouvé un équilibre énergétique. Et la fédération ne s'arrête pas là, ils ont développé ce qu'ils appellent les passeports santé RAIDS. C'est quoi? C'est un suivi numérique ultra moderne où chaque athlète a son dossier complet, accessible par toute l'équipe médicale fédérale. Ce passeport, vous avez l'historique complet des scores LIFQ ou LIMQ sur plusieurs années. L'évolution du poids et de la composition corporelle mesurée précisément, le suivi menstruel pour les femmes ou hormonal pour les hommes, l'historique détaillé de toutes les blessures et fractures et l'adaptation personnalisée de la charge d'entraînement. L'avantage, n'importe quel médecin fédéral peut accéder instantanément à tout l'historique de l'athlète. Plus de perte d'informations, plus de recommencement à zéro. Mais pour moi, le vrai génie de cette fédération, c'est vraiment la formation de leur entraîneur. Et ça, c'est vraiment un gros déficit dans toutes les fédérations sportives en France. C'est un petit coup de gueule. Il y a vraiment un gros manque de connaissances sur l'aspect médical dans toutes les fédérations. Et c'est vraiment primordial de former les éducateurs et les éducatrices. Mon petit coup de gueule du jour, voilà, c'est la fin, mais voilà. Ce qu'il faut retenir,
C'est que cette fédération d'escalade a mis en place un module de formation obligatoire de 8 heures spécialement dédié au REDES. Et quand je dis obligatoire, c'est obligatoire. Pas de formation, pas de licence d'entraîneur. Cette formation, elle couvre 5 points essentiels. Numéro 1, reconnaître les signaux d'alarme comportementaux. Un athlète qui devient obsessionnel avec son poids, qui refuse systématiquement les collations post-entraînement, qui s'isole socialement, je suis capable de le repérer. Point 2, adapter concrètement la charge d'entraînement. Comment réduire l'intensité sans démotiver l'athlète? Comment maintenir la technique pendant la phase de récupération? Tout ça, ces questions, les entraîneurs sont vraiment formés à ça. Point 3, la communication avec l'équipe médicale. Quand est-ce qu'il faut alerter? Comment transmettre les observations? Point 4, l'approche psychologique. Comment parler du REDES sans culpabiliser l'athlète? Comment motiver un athlète pendant la phase de récupération? Et dernier point, la nutrition de base. Les entraîneurs apprennent les besoins énergétiques selon l'âge, le sexe et le niveau de pratique. Résultat, leurs entraîneurs deviennent de véritables sentinelles de la santé de leur athlète. Maintenant, on va rentrer dans le concret avec des cas cliniques réels. Je vais vous présenter 3 histoires d'athlètes avec des profils très différents pour vous montrer que le REDES peut toucher n'importe qui et que les protocoles de récupération sont parfaitement maîtrisés aujourd'hui. L'idée, c'est que vous puissiez vous identifier, reconnaître les signaux d'alarme et surtout comprendre qu'un REDES détecté tôt, ça se soigne très bien. Cas numéro 1, Sarah, cycliste de 22 ans. Cas numéro 2, Thomas, coureur de 25 ans. Et cas numéro 3, Léa, grimpeuse de 17 ans. 3 profils, 3 prises en charge, 3 réussites. Premièrement, Sarah, 22 ans, qui vient voir les médecins parce qu'en fait, elle enchaîne les contre-performances depuis 6 mois. Pourtant, elle s'entraîne plus que jamais 18 heures par semaine. Son score, l'IFQ, 11 sur 20, zone rouge critique. Ses symptômes, aménorrhée, secondaire depuis 8 mois. Ses règles se sont arrêtées brutalement après un stage intensif. 3 fractures de stress en 1 an, tibia, métatarse, côte, fatigue chronique, troubles du sommeil et infection à répétition. Le protocole qui a été appliqué avec l'équipe médicale, réduction drastique de la charge d'entraînement de 18 heures à 8 heures par semaine, ce qui est déjà quand même pas mal. Sarah était paniquée, elle pensait que ça allait ruiner sa saison. Deuxième étape, réalimentation massive. Sarah ne mangeait que 1600 calories par jour, on est passé à 2100 calories, soit plus 500 calories quotidiennes, avec focus sur les glucides complexes et les protéines. Troisième étape, suivi psychologique spécialisé pour travailler sa relation corps-performance. Sarah avait développé une obsession du poids qui l'empêchait de manger normalement. Étape numéro 4, monitoring mensuel avec repassage de l'IFQ et bilan sanguin régulier. Résultat après 5 mois, retour des règles et score l'IFQ passé à 4 en zone verte, aucune nouvelle fracture et performance revenue au niveau d'avant. On passe à Thomas, 25 ans, qui est un coureur de fond spécialisé sur marathon. Thomas, contrairement aux idées reçues, ne présentait pas de troubles alimentaires évidents. Il mangeait normalement selon lui, mais son score LIMQ était à 8 sur 15, donc en surveillance nécessaire. Ses symptômes, spécifiquement masculins, baisse de libido progressive depuis 1 an, troubles du sommeil avec réveil nocturne fréquent, irritabilité croissante et surtout performance en déclin, malgré une charge d'entraînement stable. Le bilan hormonal a révélé le problème, taux de testostérone très bas pour son âge, cortisol élevé en permanence, marqueur inflammatoire au plafond. Alors le protocole qui a été mis en place pour ce monsieur, c'est donc première étape, pas de réduction drastique d'entraînement, mais amélioration de la périodisation. Introduction de semaines de décharge, vrai, avec du repos complet certains jours. Les semaines de décharge, en gros, c'est des post-semaines élevées où vous allez réduire complètement l'intensité ou alors le volume. Deuxièmement, ajustement de la nutrition péri-effort. Thomas, il s'alimentait mal avant, pendant et après ses entraînements longs. Ils ont instauré un protocole strict avec des glucides et des électrolytes. Étape 3, un suivi LIMQ bimensuel pour surveiller l'évolution. Résultat, en 3 mois, les taux hormonaux ont complètement été normalisés avec un score LIMQ passé à 3 et un record personnel sur marathon. Dernier cas, Léa, la grimpeuse adolescente, cas un petit peu plus délicat, donc elle a 17 ans, grimpeuse de haut niveau. Léa a été détectée via le dépistage systématique de sa fédération. Son score LIFQ est à 9 sur 20, mais surtout elle présentait une aménorrhée primaire à 17 ans, elle n'avait jamais eu ses règles. C'est particulièrement préoccupant à cet âge parce que vraiment ça peut affecter la croissance, la densité osseuse et le développement hormonal global. Le bilan médical a montré un retard pubertaire important, une densité osseuse très faible pour son âge et des carences nutritionnelles multiples, malgré une alimentation qui semblait équilibrée. Le protocole qu'ils ont mis en place, premièrement, c'est un bilan complet de croissance, avec un endocrinologue pédiatrique pour éliminer toute cause pathologique autre.
Deuxièmement, une approche Family Based. En gros, ils ont inclus les parents dans tout le processus de récupération et une formation nutritionnelle pour toute la famille. En parallèle, ils ont fait aussi une éducation nutritionnelle adaptée à l'âge aléa, avec un apprentissage des besoins spécifiques de l'adolescente sportive en croissance. Ils ont fait aussi un monitoring de croissance mensuel avec une surveillance du poids, de la taille et du développement pubertaire. Résultat exceptionnel, première règle à 18 ans, rattrapage de croissance de 4 cm en un an et une densité osseuse normalisée et des performances en escalade meilleures que jamais. Maintenant, place à vos questions, c'est le moment de la FAQ, les questions qu'on retrouve le plus sur ce sujet. J'ai sélectionné 8 questions les plus fréquentes sur ce sujet, le RED-S, avec des réponses ultra précises. Premièrement, question 1, je suis un homme, est-ce que je peux vraiment avoir un RED-S? Absolument. Chez les hommes, surveillez la baisse de libido, le trouble du sommeil, l'irritabilité, les fractures répétées ou encore les performances en déclin. Deuxième question, mon score LIFQ est à 9, est-ce que je dois arrêter le sport immédiatement? La réponse est non, un score élevé c'est un signal d'alarme, pas une urgence vitale. Consultez rapidement un médecin du sport mais continuez à bouger. L'arrêt total peut même être contre-productif psychologiquement. Question 3, combien de temps faut-il pour récupérer d'un RED-S? Ça dépend vraiment de la gravité et de l'ancienneté. Pour les cas comme Sarah, ça va être de 5 mois, pour Thomas 3 mois, pour Léa 12 mois. Plus c'est détecté tôt, plus c'est rapide. Question suivante, je n'ai plus mes règles depuis 6 mois, mais je me sens en forme, est-ce que c'est grave? Alors oui, c'est préoccupant, l'aménorrhée c'est votre corps qui tire la sonnette d'alarme. Même si vous vous sentez bien, votre densité osseuse peut être en train de s'altérer silencieusement. Et potentiellement, faites aussi un test de grossesse. Question 5, mon entraîneur dit que perdre du poids va améliorer mes performances, est-ce qu'il a raison? Attention, piège, perdre du poids peut améliorer les performances seulement si c'est fait intelligemment, avec maintien de la disponibilité énergétique, sinon c'est la porte ouverte au RED-S. Question 6, j'ai 16 ans et je n'ai jamais eu mes règles, c'est normal pour une sportive? Non, l'aménorrhée primaire après 16 ans nécessite une consultation urgente. Même chez une sportive, ne normalisez jamais cette situation. Question 7, avant-dernière question, peut-on faire du sport de haut niveau avec un historique de RED-S? Bien sûr. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de Jean-Jacques Garnbret, le prouve. RED-S bien pris en charge égale retour aux performances optimales, voire meilleures qu'avant. Et dernière question, où puis-je faire les tests LIFQ et LIMQ gratuitement? Vous avez des QR codes sur le site officiel du CIO. Vous tapez olympics.com RED-S dans Google, c'est gratuit, validé scientifiquement et disponible en français. Maintenant, testez vos connaissances avec ce quiz, vrai ou faux. Je vous laisse 10 secondes par question pour répondre mentalement. Première question, le RED-S ne touche que les sports d'endurance comme la course ou le vélo. La réponse est faux. Tous les sports peuvent être concernés, escalade, judo, football, basketball et même le golf. Deuxième question, un score LIFQ supérieur à 8 indique automatiquement un RED-S. C'est faux, c'est un signal d'alarme qui va nécessiter un avis médical, mais le diagnostic final reste absolument médical. Troisième question, les hommes développent un RED-S plus lentement que les femmes. La réponse est vraie, les femmes sont plus vulnérables sur cet aspect et développent les symptômes beaucoup plus vite. Question 4, l'arrêt des règles chez une sportive de haut niveau, c'est normal et même avantageux. C'est faux, c'est un mythe dangereux, l'aménorrhée est toujours un signal d'alarme. Question 5, on peut récupérer complètement d'un RED-S en quelques semaines. Malheureusement non, c'est faux, la récupération prend plusieurs mois selon la gravité et l'ancienneté. Question 6, la Fédération française d'escalade a réduit de 60% les fractures de stress grâce à sa politique RED-S.
C'est vrai avec des résultats spectaculaires en seulement 3 ans. Question suivante, un athlète en REDS doit arrêter complètement le sport. C'est faux, il doit adapter et réduire, mais l'arrêt total peut vraiment être contre-productif. Question suivante, le REDS peut affecter 10 systèmes différents dans le corps humain. La réponse est vraie. Ça peut être hormonal, osseux, cardiovasculaire, immunitaire, digestif, neurologique, psychologique, reproducteur, métabolique et même hématologique. C'est le moment de compter vos bonnes réponses. De 6 à 8, vous êtes un expert du REDS et pas besoin de relire ce podcast. 4 à 5, c'est des bonnes bases. Et moins de 4, vraiment réécoutez cet épisode, je compte sur vous. On arrive au terme de cet épisode marathon qui a duré très longtemps aujourd'hui, une demi-heure, sur le syndrome du REDS. C'est un petit peu plus long que d'habitude, mais j'avais pas mal de choses à dire, donc c'était vraiment très intéressant. On a vu ensemble l'évolution historique de la triade au REDS, les outils révolutionnaires de dépistage avec les QR codes du CIO, l'exemple inspirant de la fédération d'escalade, le pouvoir des fédérations via la surveillance médicale, et des petits cas cliniques concrets avec des protocoles qui marchent. Mais maintenant la question cruciale. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire concrètement en sortant de cet épisode? Parce que toutes ces informations, si elles restent dans votre tête sans action, elles ne servent à rien. Le REDS, c'est presque 50% des athlètes concernés. Tous les sportifs de haut niveau, même les amateurs, sont concernés. Statistiquement, si vous écoutez cet épisode en groupe, au moins un d'entre vous est probablement touché. Sur vos running clubs, il y a au moins peut-être une dizaine de personnes qui peuvent être touchées par tout ça. Donc soyez vigilants à tout ça. Alors dans ma conclusion, je vais vous donner un plan d'action précis en 5 étapes que vous pouvez appliquer dès ce soir. Je vous récapitule les points absolument cruciaux de cet épisode. Le REDS, ça touche presque 50% des athlètes. Selon la dernière méta-analyse de 2024, près d'1 sur 2. Vous n'êtes donc pas seul. Point numéro 2, tous les sports sont concernés, plus seulement l'endurance ou l'esthétique. Escalade, sport collectif, sport de combat, personne n'est à l'abri. Le point numéro 3, les outils de dépistage existent et sont gratuits. Le LIFQ pour les femmes, le LIMQ pour les hommes, accessible via des QR codes sur le site de CIO. Le point numéro 4, certaines fédérations comme l'escalade montrent l'exemple avec des résultats spectaculaires. Moins 40% d'aménorrhée, moins 60% de fractures de stress. Point numéro 5, la récupération est possible. Pensez à Sarah, Thomas, Léa, même si c'est long, tous sont récupérés et performent même mieux qu'avant. Pour pouvoir récupérer, baisse de l'entraînement, équilibrage alimentaire, voilà, il y a tout plein de choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et ça va vous permettre de récupérer et surtout de performer même mieux qu'avant. Et dernier point, l'approche doit être vraiment multidisciplinaire. Médecin du sport, nutritionniste, psychologue, entraîneur spécialisé. Voici ton plan d'action immédiat en 5 étapes. Première étape aujourd'hui, fais un test LIFQ si t'es une femme, LIMQ si t'es un homme. Tu te rappelles, tu as le lien sur le site du CIO. Étape 2, cette semaine, si ton score est élevé, prends rendez-vous avec un médecin du sport. Il va t'orienter vers des nutritionnistes, comme je te disais, il va te permettre de t'aider dans ton accompagnement. Étape 3, ce mois-ci, partage massivement cet épisode. Envoie-le à 3 amis sportifs minimum. Le REDS, on peut s'en sortir en parlant, pas en se taisant. Et dernière étape, fais un suivi. Refais le test tous les 6 mois, même si ton score était bon, le REDS peut s'installer progressivement. Mon message d'espoir final, le REDS n'est pas une fatalité. Jeanne Jacques-Herbert était en REDS sévère à 16 ans. Aujourd'hui, c'est la meilleure grimpeuse au monde avec un cycle parfaitement régulier et une santé osseuse normale. Le REDS détecté tôt et bien pris en charge, c'est un tremplin vers une carrière plus longue et plus performante. Mais pour ça, il faut casser le tabou, il faut en parler, il faut faire pression sur nos fédérations pour qu'elles suivent l'exemple de l'escalade. Ensemble, on peut révolutionner le sport français. Un athlète détecté précocement, c'est une carrière sauvée, c'est une vie préservée. Merci d'avoir écouté cet épisode marathon sur le REDS. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi au podcast La Méthode Coco sur toutes les plateformes. Laisse un avis 5 étoiles avec un commentaire, ça m'aide moi et ça aide aussi l'algorithme. Suivez-moi sur Instagram La Méthode Coco. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi au podcast La Méthode Coco sur toutes les plateformes. Laisse un avis 5 étoiles avec un commentaire, ça m'aide moi et ça aide aussi l'algorithme. Suivez-moi sur Instagram La Méthode Coco, TikTok, YouTube pour du contenu quotidien sur la performance et la santé des sportifs. N'hésite pas aussi à consulter les ressources que j'ai mentionnées dans le podcast. N'hésite pas aussi à prendre rendez-vous avec des médecins du sport, ils sont là pour t'aider.
Le prochain épisode, ça va être sur l'hypoxie. Ce sera un petit peu mentalité Kaizen. J'aurai un invité sur ce sujet, donc ce sera pas Inoxtag, pas de spoil. Mais voilà, j'aurai quelqu'un qui va venir discuter de tout ça, donc ce sera très intéressant. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et à très bientôt sur la méthode Coco.